Raymond Barre chiffre ses objectifs de gouvernement. Il mènera la campagne électorale en Premier ministre et non en chef de parti. Après le chacun pour soi du PC et du PS, les premières réactions de Robert Fabre, invité du journal d'Antenne 2. Le programme de Blois, premier commentaire du patronat, avec François Sérac, président du CNPF. Pour 1 million de Français de plus, la sécurité sociale, elle est généralisée à partir d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après le menu, l'addition. Raymond Barre a chiffré aujourd'hui la note des objectifs qu'il a proposé samedi soir aux Français à Blois. 22 milliards de francs 77. Ces 22 milliards représentent en fait à partir de 1982 la totalité des dépenses annuelles entraînées par l'ensemble de ces mesures. Il ne s'agit donc pas, attention, du coût de ces mesures pour les 5 ans de la prochaine législature. 22 milliards, un chiffre qu'il a rapproché de l'évaluation qu'il a calculée pour les mesures préconisées par la gauche. 65 milliards de francs pour la seule année 78. Notre coût, a-t-il dit, est donc tout à fait compatible avec le redressement économique et financier de la France. Et puis Raymond Barre, qui tenait ses propos ce matin devant l'association de la presse parlementaire, a ensuite expliqué dans quel esprit il avait conçu ce programme. Le gouvernement et moi-même, a dit le Premier ministre, nous comporterons toujours dans un esprit d'unité et nous ne chercherons pas à provoquer les tensions ni à aggraver les divisions. D'ailleurs, a-t-il ajouté, je participerai à cette campagne comme Premier ministre et non pas comme chef de parti. Et de fait, Raymond Barre a indiqué qu'il avait voulu s'adresser non pas au parti, mais aux électeurs. Ce ne sont pas des objectifs d'action qui s'adressent à des partis ou à des états-majors de partis. Et croyez-moi, vous verrez que les gens se détermineront, car ils se déterminent toujours par rapport à une politique. Et dans la Ve République, qui définit la politique? C'est le gouvernement sous l'autorité du président de la République. Ce sont les institutions. Ce ne sont pas des majorités qui définissent une politique, ce sont les institutions qui définissent une politique et à partir de là se forme une majorité. C'est l'esprit dans lequel nous avons travaillé et qui est l'esprit fondamental des institutions de la Ve République. Le Premier ministre a ensuite rappelé ce qu'étaient les 4 axes de son action: concilier l'ordre et le progrès pour assurer tout à la fois les libertés et la justice sociale, défendre les institutions, mettre le pays à niveau, c'est-à-dire adapter la France aux nouvelles conditions du monde occidental, à la concurrence économique si vous voulez, enfin davantage de liberté et de responsabilité pour les Français, c'est-à-dire essentiellement une administration moins lointaine. Et puis Raymond Barre a voulu répondre à la critique qui s'exprimait le plus souvent. On lui disait « Votre programme manque de souffle, il manque un grand dessein ». Qu'est-ce que l'on appelle d'habitude en France un grand dessein? Un grand dessein, cela signifie, pour parler comme Pagnol, des paroles verbales. Une fresque, c'est le mot couramment utilisé. Grandiose, si l'on peut ajouter cet objectif, cela va mieux. Et à partir de là, des incantations, des visions philosophiques, où l'on met la liberté, la justice, l'humanité, l'aide à la planète, l'écuménisme, et de temps à autre, parce qu'il faut bien penser à ceux qui y croient, l'attitude à l'égard de Dieu. Et puis quand on a fait cela, on est content. Et l'on se dit, nous avons une grande perspective, nous avons un grand dessein. Et puis après, les élections passées, on revient aux réalités et l'on constate que beaucoup de choses que l'on avait dites, il vaut mieux les oublier. Oui, maintenant, les réactions à ces propositions de Raymond Barre, ou plus exactement au discours de Blois. Nous vous avons dit hier soir ce qu'en pensait François Mitterrand, qui juge le programme comme quantité négligeable. Aujourd'hui, la CFDT estime qu'il va conduire ce programme à une aggravation des tensions sociales, ce qui, en période de crise, je cite toujours, ouvre la porte à l'autoritarisme et à la violence. Une réponse toujours réservée, celle de Jacques Chirac et du RPR, qui dans quelques minutes vont se réunir à huis clos pour donner leurs sentiments sur les objectifs d'action du gouvernement.
Et puis des réactions franchement favorables, à l'exemple de celle de Jean-Pierre Fourcade, le président des clubs Perspectives et Réalité, ou même enthousiastes, comme celle d'Anis Saunier-CIT. Aucun gouvernement n'est allé aussi loin, a-t-elle dit. Enfin, il y a Thermomètre que nous avons l'habitude de consulter tant il est sensible aux aléas de la conjoncture politique, la bourse. Regardez, il a suffi que vendredi, Jimmy Carter dise du bien de François Mitterrand pour qu'elle tourne de l'œil. Le lendemain, elle reprend espoir. Georges Marchais a été cassant à l'égard des socialistes. Et Raymond Barre, rassurant pour sa majorité. Et la bourse reprend des couleurs. Mieux, elle grimpe. La bourse a monté aujourd'hui. Retour à la liberté des prix, cela signifie pour les boursiers des bénéfices meilleurs pour les entreprises. Une croissance plus forte, cela signifie un appel à l'investissement, c'est-à-dire à l'épargne. Enfin, les exonérations fiscales promises pour l'épargne investie dans les valeurs mobilières, actions et obligations sont des mesures qui, bien sûr, plaisent à la bourse. Elles s'inscrivent dans le cadre des conclusions que nous avions tirées du forum organisé par la Compagnie des agents de change au mois de décembre avec les représentants des partis politiques. La nécessité se fait jour actuellement de redonner à l'investissement productif une place prioritaire parmi les différents investissements proposés à l'épargne. Et de ce fait, un rééquilibrage de la fiscalité est nécessaire. Les mesures proposées par le Premier ministre s'inscrivent, à mon sens, dans la même ligne d'idées que celles dont bénéficient les souscripteurs d'assurance sur la vie, qui, comme tout le monde le sait, peuvent déduire de leurs revenus, sous un certain plafond, le montant de leur épargne qu'ils consacrent à souscrire une prime d'assurance sur la vie. L'ensemble des milieux économiques a d'ailleurs assez bien accueilli ce programme de Blois. Les PME relèvent surtout avec satisfaction la pause des charges sociales et fiscales pour les 2 ans à venir. Et le CNPF apporte son soutien à l'ensemble des dispositifs, même si son président, François Serac, émet de ci de là quelques réserves sur des chapitres ou des zones d'ombre. Ce qu'on appelle le programme de Blois présente incontestablement des orientations importantes. Je noterai simplement, premier examen, qu'il y a quand même des imprécisions et des oublis. Alors, imprécision d'abord. Bon, je dirais 2 imprécisions. Première imprécision, le problème des prix. On parle du retour à la liberté des prix. C'est très important. Pour nous, c'est capital. Mais on ne précise pas la date. Or, il y a 30 ans que nous attendons le retour à la liberté effective des prix. Deuxième oubli. Deuxième imprécision, pardon. On dit il est bon, il est nécessaire de réorienter l'épargne vers l'entreprise. D'accord. Mais aucune précision ne nous est donnée sur les modalités de cette opération qui est également fondamentale. Voilà 2 imprécisions. Il y a des choses qui ont été oubliées à votre avis pour les entreprises? Je le crois. Je le crois. Je crois que d'abord, on a oublié de dire, en ce qui concerne l'allègement, plutôt le blocage des charges sociales et fiscales pendant 2 années, que des pays font mieux que nous. Il y a des pays qui se sont engagés dans le sens de l'allègement des charges sociales et fiscales. C'est le cas des États-Unis. Le CNPF qui par ailleurs a fait aujourd'hui le point définitif de l'opération emploi pour les jeunes lancée à la rentrée, un objectif de 300 000 créations de nouveaux emplois, objectif dépassé largement même puisque Yvon Chotard, le vice-président du patronat, a pu aujourd'hui avancer le chiffre de 475 000 créations d'emplois, donc en 4 mois. Deuxième gros événement de ce week-end politique décisif à bien des égards, la décision du Parti communiste de ne pas signer d'accord de désistement avant le premier tour et de n'en signer un entre les 2 tours que si les communistes obtiennent plus de 21% le premier dimanche. Là encore, nous avons entendu à chaud la réaction de François Mitterrand hier soir. Voici maintenant celle de Robert Fabre, qui est ce soir auprès de Jean-Louis Le Seyne, notre invité. Lorsque j'entends Georges Marchais dire il nous faut 23-25%, sans quoi nous laisserons la majorité en place encore pendant longtemps, la victoire sera pour une autre fois. Ben, si nous commencions à dire il nous faut justement 10 ou 15% des voix, sinon nous demandons à nos électeurs de voter pour la droite, mais ce n'est pas pensable. Alors nous disons de manière très claire aujourd'hui, puisque nous connaissons les vraies motivations du Parti communiste, qu'il n'est pas possible que les travailleurs qui ont fait confiance pendant longtemps à la gauche
qui espèrent encore dans la victoire de l'Union de la gauche en soient frustrés parce que le Parti communiste ferait passer l'intérêt de son parti avant l'intérêt du pays, avant l'intérêt de ceux qu'il prétend défendre. Mais alors vous revendiquez exactement quel pourcentage de voix? Non, mais la question ne se pose pas dans ces termes. Nous souhaitons en avoir le plus. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les défavorisés, ceux qui ont les salaires les plus modestes, ceux qui sont laissés à l'écart du progrès économique, puissent enfin trouver, dans une nouvelle répartition des richesses, un meilleur niveau de vie. Vous savez, parmi les électeurs communistes, il y en a un grand nombre qui n'est pas communiste et qui a pu penser dans le passé que le Parti communiste était le meilleur défenseur des travailleurs et disons des opprimés. Eh bien aujourd'hui, il risque de s'apercevoir qu'il n'en est plus ainsi. Pendant le même week-end, Raymond Barre a présenté les objectifs du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a aucun de ces objectifs que vous puissiez reprendre à votre compte? Mais je remarque que c'est M. Barre qui a repris à son compte un certain nombre d'objectifs qu'il prétendait inaccessibles. Je prends un exemple, la retraite à 60 ans. Il y a longtemps que nous la demandons. Et je précise que nous la demandons facultative et non pas obligatoire, comme un commentateur de la télévision l'a récemment dit. Eh bien, M. Barre et la majorité disaient que ce n'est pas possible. Les entreprises ne supporteront pas ce choc. Alors aujourd'hui, ils le proposent. Et je note que M. Barre, dans le même temps, a dit qu'il n'y aurait pas d'impôt nouveau. Alors, ou bien, ce sont les entreprises qui vont avoir ces charges supplémentaires qu'il promet allègrement, ou bien alors, c'est l'État qui apportera une participation. Et dans ce cas, je pose la question, comment n'y aura-t-il pas d'augmentation des impôts? M. Fourcade avait déjà dit qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts il y a quelques années. Or, le budget est déjà voté en augmentation. Alors, c'est la planche à billets, l'inflation. Et puis, dans les communes et dans les départements, la situation reste aussi dramatique. Il y aura des augmentations d'impôts, il faut que les Français le sachent, même avec le plan de M. Barre. En tous les cas, il y a une promesse, je crois, que M. Barre tiendra. Il a annoncé qu'il y aurait un recrutement de 10 000 agents de police au CRS nouveau. Voilà comment il entend apporter son concours à l'angoisse de la jeunesse. Eh bien, nous disons qu'il faudrait qu'il y ait plutôt 10 000 éducateurs ou enseignants pour que des problèmes préventifs remplacent les problèmes de répression. En réalité, comme d'habitude, c'est à la veille des élections que l'on promet tout ce qu'on n'a pas pu tenir, ce que l'on n'a pas pu réaliser dans les années précédentes. Il y a quand même 20 ans que cette majorité est au pouvoir. Alors il faut la changer. Et nous nous proposons un vrai changement. La déclaration de l'un, la réaction de l'autre, l'intervention du troisième, nous savons bien que l'actualité quotidienne pendant 2 mois sera beaucoup faite de cela. Aussi, avons-nous décidé d'aérer quelque peu ces aspects un peu mécaniques de la politique. Nos reporters ont parcouru le pays à la recherche des interrogations des électeurs. Et elles ne sont pas toujours ce qu'en imaginent les leaders parisiens. Tenez, prenez cet exemple de Pin-Mars-Saint-Guénolé, un petit village de pêcheurs, pas très loin de Quimper, dans la circonscription que vous voyez derrière moi, et écoutez ce qu'en disent les hommes de la mer. En pays bigoudin, là où finit la terre, les pêcheurs ne parlent guère de politique. Ils sont en mer. À terre, ce sont les femmes qui s'occupent de tous les problèmes de chaque jour. Et c'est peut-être ça, pour eux, la vraie politique, la politique quotidienne. Les bateaux étaient partis avant l'aube. Ils sont revenus chargés de poissons. C'était une petite pêche, et nous avons d'abord parlé du temps et de la mer, de la vie au large, des disparus lors de la tempête la semaine passée. 14 orphelins cette fois en plus. Et puis, de politique, en riant des querelles parisiennes, en répétant que le droit de la mer, le droit d'aller prendre le poisson là où il se trouve, ça, c'était une idée politique. Tout le reste, ma foi, ce sont des choses bien éloignées de leurs soucis de marins. On ne parle pas beaucoup de politique en mer. Hein. Vous n'en parlez pas du tout? Non, presque pas, hein, parce qu'on vit plutôt en famille, hein, plutôt que... Alors d'après vous, qu'est-ce qui motive le vote d'un pêcheur? Je ne sais pas, ça se dépend. Les élus de la région, en général, s'ils font beaucoup pour la pêche, alors il y a des chances que le pêcheur regarde aussi ça, là. Chacun a ses opinions. Ici, on ne le montre pas. Hein. On n'a pas le temps de changer.
le peu de temps qu'on passe à terre, alors si on s'amuse à faire de la politique, hein, on a assez nos problèmes, hein, du point de vue pêche. Hein. Il n'y a pas beaucoup de marins pêcheurs qui font la politique, ils sont rares. Ils n'ont pas le temps de le faire d'ailleurs. À terre, les femmes supportent toutes les responsabilités. C'est un matriarcat discret qui n'avoue pas son influence politique. Je ne pense pas que la femme puisse influencer le mari, pas de ce côté-là, non. On dit pourtant que c'est la femme qui vote. Non, c'est faux. C'est faux, non, pas par ici. Non, il faut quand même pas prendre l'homme, non, parce qu'il n'est pas là, bon. Il a quand même droit à la parole, et dans sa maison, il a quand même droit à la parole, et d'autant plus aux urnes, oui. Voilà, quoi de 90, 89, 88, 85, 84, 80, 79, 75, 75, 75, 35, Tant que la pêche allait bien, il n'a jamais pensé au syndicat du moment qu'il travaille. Lui, le travail, c'est tout pour lui. Du moment qu'il travaille, ben, il attend quand même quelque chose de son travail, c'est ça. Mais maintenant, il y a de gros problèmes à la pêche, ça c'est sûr. Il y a énormément de problèmes et il commence à penser autre chose. Il commence peut-être à se politiser davantage. Les circonscriptions de bord de mer mêlent des pêcheurs, des cultivateurs, des commerçants ou des ouvriers. Les marins-pêcheurs se sentent trop isolés, trop différents des autres. Il n'y a pas de règles dans la répartition de leur vote. Mais lorsque les conserveries ferment, lorsque des chalutiers sont désarmés, alors, entre eux, autour des quais et des jetées, les hommes répondent en hochant de la tête que, décidément, personne ne s'occupe d'eux. Ils iront voter pourtant selon le nom du candidat, beaucoup moins pour un parti, car les pêcheurs se méfient des discours, même à terre. Valéry Giscard d'Estaing, Côte d'Ivoire, à partir d'après-demain. Dans une interview à notre confrère ivoirien Fraternité Matin, le chef de l'État emploie le mot « exceptionnel » à propos des relations d'amitié et de coopération entre Paris et Abidjan. Pierre Messmer, nouveau président du Conseil régional de Lorraine, il succède à Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui n'était pas candidat cette fois-ci. Les personnels d'Air France appelés à observer un arrêt de travail d'un peu moins de 2 heures le 13 janvier prochain, tous les personnels qui demandent ainsi le respect du droit de grève sans aucune limitation. Et puis la sécurité sociale pour tous, c'est une réalité depuis aujourd'hui. Tout est prêt pour accueillir le million de Français qui jusqu'alors ne pouvaient pas bénéficier des prestations sociales. 1 million, vous allez le voir, des plus hétéroclites. Quand la sécurité sociale s'est étendue progressivement aux Français, elle a laissé des exclus. Plus d'1 million d'oubliés qui ont désormais la possibilité de s'affilier et dont la liste est extraordinairement variée. D'abord 35 000 personnes qui seront désormais rattachées au régime des travailleurs indépendants. Les détectives privés par exemple, les porteurs des halles, les cartomanciennes. Et puis 120 000 travailleurs intermittents, ceux qui cotisent suffisamment auront désormais droit aux prestations. 20 000 travailleurs indépendants sans emploi, dont la sécurité sociale sera maintenue pendant 3 mois. 75 000 femmes vivant maritalement sans être mariées, avec un assuré, et qui seront maintenant rattachées à leur régime. Le clergé, c'est-à-dire 120 000 prêtres et religieuses, pour lesquels un régime particulier a été mis au point. Ils seront assurés pour la maladie, mais de surcroît pour la vieillesse. Mais pourquoi un régime à part? L'Église est un cas particulier, elle compte un retraité pour 2 actifs. Et puis... Régime autonome parce que c'est impossible que les prêtres rentrent dans le régime salarié, étant donné que pendant très longtemps ils n'ont pas payé de cotisations pour la vieillesse. Si on voulait racheter toutes les cotisations, eh bien on a calculé qu'il faudrait 7 milliards. C'est pas possible. L'Église est riche pourtant. Oui, et c'est vrai que l'Église a des biens, mais ces biens ne sont pas forcément vendables. Il y a des collèges, il y a des maisons de retraite qui servent à d'autres qu'aux membres de l'Église. Mais pour la plus grande masse, c'est une formule nouvelle qui vient d'être créée. L'assurance personnelle qui remplace l'assurance volontaire et dont les cotisations sont proportionnelles aux revenus. 200 000 personnes âgées sont ainsi concernées, et puis des personnes qui, du fait de leur type d'activité ou d'inactivité, n'ont pas la sécurité sociale. Environ 30 000 prostituées, mais aussi 300 000 autres personnes, des clochards, des marginaux, des gitans. Moi, vous savez, la sécurité sociale, depuis qu'on la demande, depuis qu'ils demandent, ils nous donnent comme ils veulent, ils nous prennent nos enfants pour faire la guerre, et ils prennent tout, et puis comme on veut quelque chose, on ne l'a jamais, alors vous savez. Le 3/4 du temps, il vaut mieux rien demander, on se débrouille comme on peut. Proposer la sécurité sociale au fils du vent,
Cela semble contraire à toute leur tradition. Et pourtant, les gitans ne sont plus ce qu'ils étaient. Nombreux se clochardisent à l'ombre de la commune qui leur accorde quelque assistance. Ainsi et paradoxalement, la sécurité sociale, accompagnée pour eux de caisses mobiles et de cotisations par trimestre, est bien acceptée par leurs responsables. Ça les aiderait à circuler, parce que ça aiderait justement à ne pas tomber, ou du moins à sortir de ce piège de paternalisme dans lequel beaucoup sont tombés, en bénéficiant de l'aide médicale des mairies. S'ils peuvent bénéficier de cette sécurité sociale en allant partout, ça ne peut que nous avantager. Mais l'assurance personnelle peut intéresser aussi un très grand nombre de femmes. 450 000 femmes seules et sans travail ne bénéficiaient pas encore de la sécurité sociale. Qu'elles soient veuves ou divorcées depuis plus d'1 an, qu'elles aient été abandonnées ou qu'elles soient mères célibataires. Un exemple, Elisabeth, 17 ans, enceinte, abandonnée, ni étudiante ni salariée, trop âgée pour être couverte par ses parents. Ça fait 6 mois que je cherche, puis je n'en ai pas trouvé. Puis enfin là, ça pose pas beaucoup de problèmes, mais c'est plus tard, quand l'accouchement va arriver, comment je vais faire? Sans sécurité sociale, c'est dur. Et vous avez entendu parler de la nouvelle loi? Non. C'est-à-dire que vous pourrez prendre une assurance personnelle à partir du 1er janvier, mais il faudra cotiser un petit peu chaque mois. Est-ce que vous croyez que vous pourrez cotiser? Oui, je pourrais cotiser parce que j'ai mes parents et puis mon père qui m'aide beaucoup. Et vous, monsieur, ça vous posera pas trop de problèmes pour cotiser pour votre fille? Non, disons que ça nous fera un trou dans le budget, si vous voulez, mais enfin, on fera tout pour l'aider. Ce que je trouve difficile, c'est pour une fille qui est dans la même situation qu'elle et qui n'a pas ses parents pour l'aider, comment qu'elle pourrait faire? Dans le cas où une femme seule ne pourrait cotiser, elle peut éventuellement bénéficier d'une réduction, voire de la gratuité, grâce à des versements effectués pour elle par l'aide sociale ou les allocations familiales. Cette affiliation à l'assurance personnelle n'est pas obligatoire, mais une fois l'inscription faite, elle est définitive. Oui, le détail de l'application de cette loi n'est pas encore précisé. En attendant, un régime transitoire a été créé. Chacun peut s'y affilier auprès de la caisse de sécurité sociale de son domicile. J'ai dans les mains un compte d'épargne un petit peu différent des autres, proposé à partir du mois prochain aux jeunes de 16 à 20 ans. Il s'agit du compte d'épargne Jeunes Projet, c'est tout, qui va permettre à ces jeunes, après 6 mois d'épargne, de réaliser certains projets. Et Elisabeth Lézélé en parlait dans C'est la vie, grâce à l'obtention d'une bourse pouvant aller jusqu'à 5 000 francs. La politique étrangère maintenant, avec d'abord le drame italien, car le mot n'est pas trop fort. Jusqu'alors, on pouvait se contenter de parler de crise politique, mais on sent bien maintenant que nos amis transalpins sont au bord d'un cycle de violence sans fin. Ce week-end encore, 2 militants d'extrême droite ont été froidement abattus dans la rue. Rome est de nouveau en état de siège. La violence politique a fait 3 morts et une dizaine de blessés pendant le week-end. Premier épisode, l'attaque à une section du MSI, le parti néofasciste. Un groupe de 5 ou 6 personnes tire au pistolet sur l'entrée de la section, froidement, à visage découvert. Il y a 2 morts, âgés de 19 et 20 ans. Les agresseurs sont très jeunes, eux aussi. Et il y a parmi eux une jeune fille. Quelques minutes plus tard, un carabinier se sent menacé et tue un extrémiste de droite. Deuxième épisode, les extrémistes de droite décident de se venger et partent à la chasse aux militants d'extrême gauche. Un jeune homme de 27 ans, un sympathisant communiste, est poignardé. La rage des extrémistes de droite se déverse sur la police, sur les voitures en stationnement, sur les magasins et même sur ceux qui se contentent de lire l'Unità, le journal du Parti communiste italien. Ces épisodes de violence qui viennent d'éclater dans ce quartier de Rome pourraient être tout simplement interprétés comme un règlement de compte entre extrémistes s'il y avait actuellement en Italie un contexte politique très particulier. Il y a tout d'abord les communistes qui affirment que le pouvoir actuel est incapable d'arrêter cette violence et qu'il faut former un gouvernement avec les partis de gauche, avec des ministres communistes. Il y a ensuite la démocratie chrétienne qui répond non, pas question de gouverner avec les communistes et qui menace d'organiser des élections anticipées. Et justement, est-ce que les extrémistes de droite et de gauche ne seraient pas manipulés pour créer un climat de guerre civile, pour effrayer les électeurs qui seraient peut-être tentés de donner davantage de pouvoir au régime actuel? Car enfin, cela fait des années en Italie que le terrorisme et la violence éclatent au moment où il faut prendre des décisions politiques importantes. Actuellement, il faut décider de faire participer ou non les communistes au gouvernement. Le Shah d'Iran a à Assouan aujourd'hui un entretien avec Anwar el-Sadat et demain à Riyad des conversations avec le roi Khaled d'Arabie Saoudite.
6 perceurs de coffre-fort arrêtés cette nuit au cinéma Marignan sur les Champs-Élysées. Beaux joueurs, les cambrioleurs ont dit bravo aux inspecteurs de la brigade anti-gang. Un nouveau président pour le Paris Saint-Germain, Francis Borrelli, jusqu'alors vice-président du club de la capitale. C'est un ami du président Radier, Daniel Echter. Fabienne Serra déçue, pour un centième de seconde, elle a manqué la 3e place du slalom géant des Diablerets en Suisse. C'est Lise-Marie Morero qui l'a emporté devant Annie Wenzel et Maria Eppel. Et puis du tennis avec la finale des Masters, c'est-à-dire en quelque sorte le tournoi des tournois à New York. Une revanche pour Jimmy Connors qui avait été battu par le Suédois Borg à Wimbledon. Cette fois-ci, l'Américain l'a emporté en 3-7. Je vous laisse admirer ces 2 volées de Jimmy Connors. La deuxième que vous allez voir est la bonne. C'est la balle de match. Jimmy Connors est au premier plan. C'est Borg qui va servir. Et Connors a gagné sur du gazon synthétique. Attention, cet homme est dangereux, très dangereux, même il s'agit de l'assassin présumé de 2 vieilles dames à Paris. Michel Mexis, 23 ans, est recherché par toutes les polices de France. Il peut encore tuer, malheureusement, des vieilles dames seules. Et c'est l'unique raison pour laquelle nous diffusons ce message qui déroge un petit peu à nos habitudes. Encore des accidents ce matin dus au brouillard sur l'autoroute A6. L'autoroute a d'ailleurs dû être coupée dans les 2 sens à la suite des accidents. Bien sûr, ils n'ont aucune commune mesure avec ceux du 20 décembre sur l'autoroute de l'Ouest. Mais le brouillard est devenu, pendant les 3 mois d'hiver, un tel fléau que les spécialistes de la sécurité routière se sont réunis pour essayer d'envisager les mesures destinées à limiter les dégâts. 20 décembre dernier, autoroute de l'Ouest à la hauteur de la forêt de Marly. 513 véhicules accidentés, 132 blessés, 11 morts. Responsable, le brouillard. Sur l'autoroute de l'Ouest, du Sud, de l'Est ou du Nord, comme sur l'autoroute Lille-Dunkerque ou Lyon-Marseille, le scénario est toujours le même. Vitesse excessive sans visibilité, collision en chaîne, voitures encastrées les unes dans les autres. Le réseau autoroutier français n'est pas équipé de système pour la détection du brouillard. Les panneaux ou les flashs lumineux sont souvent inefficaces, les automobilistes les voient mal. Les annonces radio n'informent pas toujours l'usager sur les risques de nappe locale, tronçon par tronçon. Il y a souvent un décalage trop important entre la tombée du brouillard et la diffusion de l'information. Et en France, vous savez que nous avons surtout des radios nationales sur grandes ondes qui couvrent l'ensemble du territoire et évidemment ne peuvent pas donner d'informations locales. C'est la raison pour laquelle certaines sociétés ont inventé des dispositifs différents qui consistent à implanter le long de l'autoroute une série d'émetteurs et qui donnent des informations au fur et à mesure que l'automobiliste progresse. Alors c'est un autre système qui est actuellement à l'état de prototype et qui débouchera peut-être dans les années à venir. En attendant, pensez-vous que l'on pourrait envisager la fermeture des autoroutes en cas de brouillard? Non, sûrement pas, parce que si vous fermez l'autoroute, vous renvoyez les automobilistes, les poids lourds, sur les routes nationales parallèles où il y a aussi du brouillard et où les conditions de sécurité sont beaucoup moins bonnes. La solution est peut-être plutôt de généraliser ce qui existe dans le nord de la France, où la vitesse est limitée à 60 km/h partant de brouillard sur les autoroutes, et où les poids lourds partant de brouillard ont l'obligation de rouler sur la voie droite de l'autoroute. Une telle mesure est bonne parce que vous gagnez sur 2 tableaux. D'une part, les chocs, s'ils se produisent, sont moins graves, et d'autre part, la voie droite étant réservée aux poids lourds, les automobilistes peuvent rouler sur la voie de gauche dans de meilleures conditions de sécurité. Alors ces mesures sont actuellement à l'étude et une décision sera prise dans les 3 mois qui viennent pour savoir si elles sont étendues à l'ensemble du territoire national. Et bien voilà qui nous amène tout naturellement au temps de demain. Il sera doux sur la plus grande partie du pays, quelques gelées sur le Massif central, la vallée du Rhône et les Alpes, quelques pluies de la Manche à la frontière belge et sur les Vosges, une matinée brumeuse de l'Aquitaine à l'est et au nord, avec des brouillards localement denses cet après-midi, belles éclaircies de la Bretagne à l'Aquitaine et vous le voyez sur le midi méditerranéen. Voilà, ce journal est maintenant terminé. C'est Hervé Claude qui à 23h10 vous présentera son dernier journal. Il est temps pour moi de prendre congé. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bonsoir, à demain.